Bonsoir tout le monde. Si je peux avoir votre attention, s'il vous plaît. On va commencer dans quelques minutes. Mathieu est arrivé, il est ici devant moi. Il y a notre président de section, Léo Donald, qui est ici, grâce à qui on a cette soirée. Avant de commencer la soirée, la conférence avec Mathieu, tout le monde sait, sinon on vous l'apprend, que le décès de M. Bernard Landry aujourd'hui. Et on prendrait une minute de silence, s'il vous plaît, à sa mémoire. On pourrait se lever debout également pour cette minute de silence pour M. Landry. Merci. Je n'ai pas calculé précisément, mais disons que c'était une minute. Bon, OK. La section de Lorimier, dont Léo est président, mon nom est Jacques Lemieux en passant. On a décidé ça, comme ça, d'inviter Mathieu pour nous parler ce soir. Et puis, Mathieu, qui est originaire de Lorraine, peut-être banlieue nord de Montréal, tout simplement, dont le père était professeur d'histoire au cégep de Rosemont. Mathieu qui était aussi toujours bien impliqué avec le Parti québécois, avec le Bloc, avec M. Landry d'ailleurs, dont il était dans le cabinet de M. Landry il y a quelques années pour conseiller, rédaction de discours, etc., conseil, etc. Tout le monde connaît aussi le Journal de Montréal et un de ses chroniqueurs vedettes, c'est Mathieu, justement. Il est connu aussi en France avec le magazine Figaro, un magazine très bien connu, et puis ici aussi au Québec. Mathieu fait de la radio à Radio Ville-Marie, des entrevues très intéressantes. La télévision passe régulièrement là, etc., LCN, etc. Il y a des collaborations aussi avec Le Devoir, la presse dans le temps, etc., tout ça. Publications nombreuses. Et pour résumer rapidement un titre, Multiculturalisme comme religion. Pour résumer, et aller rapidement à Mathieu, pour résumer, tantôt, on se parlait, lui et moi, pour prendre un petit résumé, justement, pour... dans une de ses chroniques du Journal de Montréal du 11 octobre dernier, Mathieu écrivait, et je cite textuellement, « Sur le fond des choses, le PQ a échoué dans sa mission historique. Peut-il renaître? Si oui, devra incarner un nationalisme indépendantiste décomplexé, assumant pleinement l'identité québécoise en remettant la question nationale à l'ordre du jour, tout en l'adaptant à notre époque. » Je vous présente Mathieu Bock-Côté. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir ce soir dans cette soirée par ailleurs un peu triste, nous le savons, avec le décès de M. Landry. Nous avons l'impression, je crois, pour plusieurs d'entre nous, d'assister non seulement à la fin d'une époque, mais aussi nous voyons quitter la scène publique un grand homme qui a servi le Québec admirablement. Et je me permettrai d'ajouter, plus personnellement, qu'on voit aussi quitter un homme, tout simplement, très attachant, de grande qualité, qui s'est distingué par un engagement au service du Québec d'une constance absolue au fil des dernières décennies. Et il y a quelques semaines, je crois qu'on était quelques-uns à participer à une forme de tournée des adieux avec M. Landry. J'ai eu le plaisir, l'honneur de souper avec lui chez lui à Verchères.
Et au cœur de la discussion, évidemment, c'était l'indépendance du Québec, la question nationale, l'avenir du pays. Et je me permets de le dire, non pas sur le mode du je dévoile un secret, mais à la manière d'un témoignage. J'étais heureux de voir que M. Landry, qui était affaibli, qui était triste, on devinait ce qui s'en venait, était d'un optimisme assez étonnant, pour ne pas dire tonifiant, par rapport à l'avenir de l'indépendance. Alors, il croyait, il disait, bon, on traverse une très mauvaise période, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ne doutons pas de la légitimité du projet qu'est le nôtre, soyons accrochés à nos convictions les plus sincères, les plus profondes, et lorsque viendra le temps, et il viendra, nous reprendrons la bataille véritablement, et nous l'emporterons, et nous gagnerons. Et il y avait là-dedans une forme de certitude qui nous rappelle quelque chose qui est essentiel sur le plan de l'action politique, c'est-à-dire ceux qui s'avancent dans l'espace public avec l'idée qu'ils sont battus d'avance, le sont. Alors qu'inversement, si on s'y présente avec la certitude, à tout le moins de la possibilité de la victoire, il est possible de dévier le cours des événements. Et je me permets de citer de ce point de vue le général de Gaulle, que j'aime citer, qui disait que à un moment donné, au moment de la France libre, il était si faible qu'il n'avait plus comme arme que son intransigeance. Autrement dit, si on est très fort, on peut plier. Si on est très fort, on peut négocier avec ses propres convictions, on peut négocier avec la situation. Mais lorsqu'il ne nous reste plus que notre ténacité, notre volonté, eh bien notre intransigeance devient peut-être notre meilleure arme. Alors il se pourrait qu'en ce moment, l'intransigeance soit la meilleure arme des indépendantistes. La conférence d'aujourd'hui va porter essentiellement sur le contexte politique qui se dégage à la lumière des dernières élections. C'est-à-dire, nous venons non seulement de changer de gouvernement, nous le savons, mais nous venons aussi de changer d'époque politique. Et ce que je chercherai à faire, c'est de comprendre ce changement d'époque, comprendre ce qui s'est passé le 1er octobre, et plus largement, ce que le nouveau gouvernement peut faire, quelle est la fonction, la vocation du nationalisme dans le contexte présent, dans quel environnement global cherchons-nous à formuler nos idées, à avancer nos idées aujourd'hui. Et en dernière instance, au terme de cela, je reprendrai la question première qui évidemment nous habite toujours, c'est celle de l'indépendance du Québec. Alors, retour au 1er octobre, on le sait, changement d'époque, changement général. Le Québec était, rappelons-nous, dans les semaines qui précèdent, on cherche à comprendre ce qui se passe, on peut dire que le Québec était véritablement, c'est le titre d'un ouvrage que j'avais fait en 2012, était à la fin d'un cycle politique. Depuis le début des années 70, la vie politique québécoise était structurée autour du clivage souverainiste-fédéraliste, et pendant longtemps, c'était un clivage qui dynamisait notre vie politique. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait le parti souverainiste qui croyait qu'il pouvait faire la souveraineté tôt ou tard. De l'autre, il y avait le parti fédéraliste qui participait à une forme de consensus nationaliste qui l'amenait à croire que, bon, on veut rester dans le Canada, mais c'est à condition que le Canada nous accorde un statut particulier, des pouvoirs nouveaux, qui nous reconnaissent comme société distincte d'une manière ou de l'autre. Or, cette représentation de la vie politique, cette structuration de la vie publique était devenue de plus en plus paralysante parce qu'elle n'était plus ancrée dans la réalité, et cela depuis de nombreuses années. D'un côté, on avait des souverainistes qui avaient cette singularité de ne pas être capables de faire l'indépendance. Et plus encore, qui pour prouver qu'ils étaient crédibles dans leur volonté de conquérir le pouvoir gouvernemental, promettaient régulièrement qu'ils travailleraient à ne pas la faire. Donc, cette espèce de paradoxe de souverainistes qui disent « Voyez à quel point je suis responsable, je suis un souverainiste, mais je n'en parlerai pas, et je n'insisterai pas, et je ne prendrai pas les moyens de l'État pour faire la promotion de ma raison d'être. » Et de l'autre côté, donc c'est des souverainistes qui étaient condamnés à l'impuissance. On l'a vu d'ailleurs dans cette campagne, où Jean-François Lisée, qui avait un vrai talent tactique, personne n'en doute, a mené une campagne fondamentalement provinciale. C'était le Parti progressiste provincial, le PPP, qui se présentait à nous sous les traits du Parti québécois. Et de l'autre côté, on avait un Parti libéral qui avait renoncé depuis longtemps à porter une vision québécoise du Canada et qui portait désormais une vision canadienne du Québec. Un Parti libéral qui, à partir du moment où il a compris, quelque part au milieu des années 90, que jamais le Canada ne se réformerait, ne transformerait sa constitution, ne la refondrait pour faire une place au Québec. À partir du moment où le Parti libéral a compris ça,
il a fait le choix de la soumission intégrale au régime canadien. Pour emprunter les mots de Robert Laplante, le Parti libéral est devenu le parti du fédéralisme inconditionnel. Pardon, inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe ce que le Canada fera, nous y resterons. On va chercher toujours à accepter les paramètres, l'espace que le Canada nous laisse. On va évoluer dans l'espace réduit qui nous est concédé. Donc, et le Parti libéral, sous Philippe... Bon, donc ça, c'est un Parti libéral qui était devenu fédéraliste pur et dur, pour le dire comme ça. Mais ajoutez à ça que sous Philippe Couillard, le Parti libéral est devenu un Parti libéral trudeauiste pur et dur. C'est-à-dire qu'il s'éloignait de plus en plus des dernières traces de ce que pouvait être l'héritage de Robert Bourassa, pour désormais se réclamer implicitement ou explicitement de l'héritage de Pierre-Éliott Trudeau. On le voyait dans le multiculturalisme revendiqué par le Parti libéral du Québec sous Philippe Couillard, qui traduisait toute forme de revendication nationale québécoise, ou toute forme de nationalisme, ou toute forme de revendication identitaire dans le langage de l'intolérance, dans le langage du racisme, dans le langage de l'infréquentabilité morale, dans le langage du repli identitaire. Donc, pour le Parti libéral version Philippe Couillard, l'instinct de vie du Québec français n'était rien d'autre qu'un instinct de mort pour la démocratie. Et de ce point de vue, on était donc devant, voyez la scène politique. D'un côté, des souverainistes incapables de faire la souveraineté. De l'autre côté, des fédéralistes qui ont renoncé au Québec, qui ont globalement, s'étaient affranchis des codes élémentaires de la fidélité au Québec. Un parti libéral qui ne se maintenait au pouvoir, faut-il le dire, que grâce à la division suicidaire du Québec francophone. Le Québec francophone joue à la démocratie classique, la gauche, le centre, la droite et tout ça, et pendant ce temps, il suffisait au Parti libéral d'avoir une portion minimale du Québec francophone, autour de 20-22%, pour se maintenir au pouvoir d'une manière ou de l'autre. Alors, cette situation était intenable, elle avait tout d'un blocage politique fondamental. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu monter ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai appelé moi un désir antilibéral. Les Québécois étaient en attente pour voir quel parti serait en capacité de battre les libéraux, tout simplement. C'est-à-dire l'exaspération par rapport aux libéraux était telle qu'on s'est dit, celui qui va être capable de les renverser, nous embarquons avec lui. Et il est apparu assez rapidement que ce n'était pas le Parti québécois qui en serait capable, mais pour différentes raisons, la marque était usée, l'appétit pour la question nationale n'était pas là, mais que la CAQ était dans les circonstances capable d'incarner, non pas une grande réforme politique du style de la Révolution tranquille, on s'entend, mais d'incarner simplement la possibilité, merci beaucoup, d'incarner la possibilité d'en finir avec un régime qui était en train de devenir fondamentalement toxique pour la nation québécoise. Par ailleurs, la CAQ, depuis quelques années, avait fait le pari d'embrasser la question identitaire dont on parle tant ces dernières années. La Coalition Avenir Québec avait décidé, donc c'était pas des souverainistes, certains l'étaient auparavant par ailleurs, ils ont décidé d'embrasser la question identitaire, donc, autrement dit, de se permettre un point de vue critique sur les seuils d'immigration, de critiquer la logique des accommodements raisonnables, d'affirmer la nécessité de la laïcité, de critiquer le multiculturalisme canadien, alors que les souverainistes eux-mêmes semblaient souvent très timides sur ces questions. Les souverainistes, quelquefois, avaient intériorisé à ce point les codes du politiquement correct qu'ils étaient inhibés quand venait le temps d'embrasser les aspirations identitaires de la majorité francophone. La Coalition Avenir Québec est parvenue à canaliser politiquement ses aspirations. Elle est parvenue, autour de ses aspirations, à construire une majorité politique. Et de ce point de vue, sa majorité parlementaire ne doit pas être vue simplement comme un effet de système politique, mais plus fondamentalement comme le fruit d'un désir des Québécois francophones de se réapproprier leur État, un État qui n'est pas souverain, mais qui n'est pas non plus un État complètement impuissant. On doit voir dans la CAQ, aussi étonnant que ça puisse paraître, un moment, dans l'élection de la CAQ, un moment de l'histoire du nationalisme québécois. Non plus un moment souverainiste, on s'entend, le souverainisme, ce qu'on pourrait appeler le nationalisme parachevé,
mais un nationalisme de repli, mais pas au sens où on l'entend à Radio-Canada ou ailleurs, on dit le repli au sens de crispation identitaire. Le repli au sens où on va se refaire des forces, on va ramener nos aspirations plus bas, mais au moins on va être capable de se rebâtir autour de réalités plus solides. Et je comprends dans le vote des Québécois francophones pour la CAQ quelque chose comme un désir de laisser de côté les idéaux lointains qu'on sait qu'on ne sera pas capable d'obtenir, d'accomplir, mais de l'autre côté, de s'ancrer dans la réalité en se donnant quelque chose comme une base ancrée dans le Québec réel. Et on peut aimer ou non la CAQ, c'est pas un parti pour lequel j'ai une affection exagérée, pour le dire comme ça, mais c'est un parti qui, néanmoins, malgré un nationalisme flagellant, François Legault en a fait quand même des démarches pour prouver qu'il était désormais un bon converti au fédéralisme. Combien de fois a-t-il dit aux gens du West Island qu'il voterait non? Bon, il n'en demeure pas moins qu'on peut affirmer, sans trop se tromper, qu'on trouve à la coalition Avenir Québec quelque chose comme un parti fondamentalement fidèle au Québec, qui n'a pas la même fidélité, qui n'a pas le même rapport que nous dans les objectifs politiques qu'il prête au Québec. Nous voulons l'indépendance, ils ne la veulent pas, ou du moins ils ne la veulent plus, ou à tout le moins ils ne la veulent pas maintenant. Mais ils sont fondamentalement fidèles au Québec, à la différence d'un parti libéral qui était fondamentalement fidèle à l'ordre canadien quel qu'il soit. Et je donne l'écho, un de mes amis me téléphone le soir de l'élection, on voit le résultat, puis il me dit avec une forme d'étonnement, mais ça m'a amusé, à la fois je trouvais ça éclairant, il dit ça va être bizarre de se faire gouverner par des gens qui ne méprisent pas les Québécois. Et ça, c'est pas un détail. On se retrouve à Québec, pour la première fois depuis 15 ans, mis à part la parenthèse péquiste 2012-2014, on se retrouve avec un gouvernement pour qui la différence québécoise n'est pas un élément à normaliser pour pleinement nous intégrer au Canada. On se retrouve avec un gouvernement qui, même s'il n'est pas aussi nationaliste qu'on peut l'être, s'inscrit néanmoins dans la grande histoire du nationalisme québécois, dans sa branche autonomiste plutôt que dans sa branche indépendantiste. On aurait pu croire, à la rigueur, pardonnez-moi, que tout cela n'était qu'apparence, rhétorique. Il y en a peut-être un peu, en politique, ne nous trompons pas, les hommes politiques ne sont pas des anges, ce ne sont pas des créatures asexuées, immatérielles, transparentes, étant dans la pureté de l'intention, dans la pureté de la générosité. Les politiques veulent prendre le pouvoir et font ce qu'il faut pour ça. Je constate avec bonheur que pour prendre le pouvoir au Québec aujourd'hui, il faut tendre l'oreille aux aspirations de la majorité francophone. Et, dès son élection, et ça, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant, la coalition Avenir Québec a envoyé un signal de fidélité effective au Québec. 48 heures après son élection, François Legault annonce qu'il va s'engager sur le terrain d'une charte de la laïcité, que cette charte de la laïcité va s'étendre aux enseignants, qu'il va utiliser, s'il le faut, la clause non-obstant pour l'imposer, et qu'il est en désaccord de fond avec le multiculturalisme canadien. Ça, même des péquistes, on ne l'attendait plus, celle-là. Donc, on voit un gouvernement qui annonce une volonté sur une question fondamentale pour les Québécois, il faut le redire. Sur une question fondamentale pour les Québécois, il décide de marquer une opposition avec le noyau idéologique au cœur du régime canadien issu de 1982. Il ne s'agit pas d'une critique périphérique. Quand vous critiquez le multiculturalisme canadien et que vous annoncez que vous allez défier le gouvernement des juges et que vous croyez au primat du politique, quand vous dites tout ça à la fois, vous devenez un hérétique du point de vue de l'ordre canadien. En moins de 48 heures, un parti politique qui prétendait cultiver le nationalisme tranquille, désormais étranger aux querelles constitutionnelles, voué exclusivement à l'économie, en 48 heures, ce gouvernement a créé les conditions potentielles d'une crise constitutionnelle comme on n'en a pas connu depuis une vingtaine d'années au Québec. Eh bien, devant cela, bon, je sais qu'il ne faut pas applaudir à l'avance les stratégies qu'on analyse, mais je n'ai pu m'empêcher d'applaudir néanmoins en me disant, eh bien mon Dieu, fallait-il que l'histoire prenne un tel détour pour ramener la question nationale au cœur de notre vie politique? Et ça m'a fait penser, à bien des égards, au mandat de retour au pouvoir de Bourassa en 85. Alors, pour ceux qui s'en souviennent ou qui l'ont lu, plus probablement, dans mon cas c'est ça, Bourassa revient au pouvoir convaincu qu'on va régler la Constitution très rapidement. On va signer ça, puis ensuite on va pouvoir s'occuper des vraies affaires, c'est-à-dire l'économie. Et l'erreur des économistes et des comptables, c'est de croire que la question de l'identité ou de la nation est une question technique qu'on peut vite régler.
À partir du moment où on touche les questions identitaires, qui sont des questions fondamentales, qui touchent l'être dans sa part la plus intime, qui touchent les profondeurs d'un peuple, quand on touche à ces questions-là, très rapidement, elles prennent beaucoup de place, si ce n'est toute la place. Et ce qu'on risque de voir dans les prochaines années, c'est un François Legault qui croyait rapidement expédier le dossier de la laïcité, avoir à gérer pendant 4 ans la remontée de la question identitaire et par là de la question nationale. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous annoncez que vous défiez l'ordre canadien sur son point de doctrine fondamentale, vous avez beau vous faire croire que vous allez gérer tranquillement la province de Québec. La réalité du conflit fondamental entre les deux nations qui habitent ce pays, entre le Québec et le Canada anglais, remonte à la surface. D'autant parce qu'il faut bien comprendre ce qu'est devenu le Canada. Le Canada, tel qu'on le connaît, n'est plus du tout, c'est pas vous que je l'apprendrai, le pays des 2 peuples fondateurs. Mais ce n'est même plus, à la rigueur, le pays de l'anglo-conformité. Le Canada est un pays qui a connu, en 1982, avec le multiculturalisme, une mutation fondamentale dans sa définition. Quand Justin Trudeau, après son élection en 2015, va faire son tour au New York Times, parce qu'il faut toujours donner une entrevue au maître de l'Empire, et va dire « Le Canada est un pays sans noyau identitaire, qui ne se caractérise que par sa diversité, qui n'a pas de fondement historique, existentiel, identitaire. Ce qui le caractérise, c'est sa quête infinie de la diversité. » Eh bien, quand on est dans cette logique, à partir du moment où les Québécois disent « Mais on n'est pas qu'un élément de la diversité canadienne, on est un peuple, on est une nation, on est fondateur chez nous, et puis on prétend pour cela définir nos propres paramètres en matière d'intégration des immigrants, définir nos propres paramètres en matière de laïcité aujourd'hui. » Quand on dit ça, ce qui pour nous relève du simple bon sens, est interprété au Canada anglais, et plus encore à Toronto, comme une manifestation de suprémacisme ethnique. Donc, la simple expression d'un désir d'existence de la part des Québécois passe pour une forme d'intolérance au Canada anglais. Alors, François Legault nous a dit un peu avant la campagne électorale, « Moi, je me suis réconcilié avec le Canada. » Ça m'avait surpris. Parce que pour se réconcilier, normalement, il faut qu'on ait un acte de réconciliation des deux côtés. Est-ce que c'est une forme de réconciliation unilatérale? Est-ce qu'il s'était dit que finalement le Canada lui plaisait? Est-ce qu'il s'est dit que finalement, en 1982, c'était pas grave? Est-ce qu'il s'est dit que finalement, ne pas avoir sa souveraineté, c'est un détail? Peut-être tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que le jour où il va décider d'aller de l'avant sur la question de la laïcité, même s'il propose une version plus modérée que pas modérée, mais plus minimaliste que ce qu'on le souhaiterait, ça va toujours être trop pour le Canada anglais. Et on va voir si au moment où le Canada anglais va se livrer à son rapport néocolonial préféré avec le Québec, en nous présentant comme un peuple fondamentalement intolérant, avec un réflexe ethnique qui laissait à lui-même persécuterait ses minorités, on va voir si François Legault est toujours réconcilié avec ce pays qui décidera de le diaboliser. Alors, vous le voyez... Alors, vous le voyez... Le contexte politique, si on le lit seulement à la lumière de notre distance par rapport à l'idée d'indépendance ou par rapport à l'état de la santé du Parti québécois, sans le moindre doute, il peut y avoir quelque chose d'inquiétant. Mais le nouveau contexte est riche de certaines possibilités politiques. Le nouveau contexte politique dans lequel on entre, malgré son caractère décevant, limité, malgré le fait qu'il se construit, il faut bien le dire, sur l'échec du cycle souverainiste qui a caractérisé la vie politique québécoise de 60 à 2000 environ, ce nouveau contexte n'est pas qu'un contexte régressif, il porte des possibilités. Mais pour porter des possibilités, encore doit-on justement chercher à voir ce qu'il est possible de faire dans ce nouveau contexte. J'ai évoqué la question de la laïcité, je vais en évoquer quelques autres. Il y a, oui, la laïcité qu'il faut mettre de l'avant, fondamentalement, même si la formule, on ne sait pas quelle formule sera adaptée à la fin des choses. Moi, en ce matière, je pense que la politique a une dimension fondamentalement pragmatique. On regarde jusqu'où on peut aller, puis on fait un pas de plus. Alors que certains disent, on regarde jusqu'où on peut aller, puis on fait 2 pas de moins. Mais moi, je crois au pas de plus. Pas 6 pas de plus, faut pas être fou. Mais bon. Or, la laïcité est un domaine où, là, on nous dit qu'il n'y a plus de consensus. Mais il n'y a jamais eu de consensus. Le consensus, c'est une fiction médiatique utilisée pour faire taire les voix dissidentes en général. Je veux dire, ce qu'il y a au Québec pour la laïcité, c'est pas un consensus, c'est une claire majorité. Et une claire majorité, on peut en faire bon usage pour donner une nouvelle orientation sur des questions fondamentales à la nation. Mais allons au-delà de la laïcité. Il y a aussi la question
centrale, et pour plusieurs toxique, parce qu'on n'a pas le droit de la toucher parce qu'apparemment elle serait dangereuse, mais centrale et qu'on doit aborder raisonnablement de l'immigration, et plus exactement de l'immigration massive. Le Québec, depuis les années 2003, mais ça a commencé avant, mais sous les libéraux, ça a une forme d'inflation, le Québec accueille beaucoup plus d'immigrants qu'il n'est capable d'en accueillir et surtout d'en intégrer. Il y a une forme de politique là-dedans qui est déraisonnable, c'est-à-dire que l'immigration, oui, bien sûr, mais selon nos capacités d'intégration, si on les dépasse largement, eh bien, il faut en tenir compte et ramener ça à la baisse. Il y a plusieurs indices qui prouvent l'échec de l'intégration. On pourrait parler de l'anglicisation de Montréal. On pourrait aussi parler, et ça c'est un peu plus tabou, mais je me permets quand même d'aborder la question, des comportements politiques des citoyens issus de l'immigration. Le fait est que les nouveaux arrivants, sur le plan politique, donc des valeurs, donc de la vision du monde, donc la représentation du Québec, s'intègrent essentiellement au Canada anglais plutôt qu'au Québec français. Ils votent massivement avec la minorité historique anglophone, ils l'ont presque remplacé d'ailleurs démographiquement. La proportion de vieux anglo au Québec est en régression, donc ce qui la constitue, c'est des populations qui ont été anglicisées. Et on le voit avec... Moi, je pense qu'un exemple très net là-dessus sur le plan politique, c'est l'île de Laval. Alors, longtemps, on pourrait dire qu'il y avait des comtés rouges assurés. Des comtés rouges assurés, il y en avait à Montréal. Et là, il y en a eu de plus en plus à Montréal. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'île de Laval, sauf un comté, Sainte-Rose, est devenue fondamentalement une extension politique du West Island. Et si ça continue, ça va se poursuivre. Fondamentalement, nos seuils d'immigration font en sorte de créer, on l'a vu au référendum de 1995, le fait que M. Parizeau l'ait dit avec une indéniable maladresse ne change pas la justesse du constat. Il aurait mieux valu ne pas le dire ce soir-là, ou le dire autrement, mais une fois qu'on a tout dit ça, les chiffres parlent. Or, le fait est qu'on est en train aujourd'hui de créer les conditions d'une perte de contrôle, c'est-à-dire que la majorité historique francophone crée les conditions de sa propre impuissance politique si elle ne maîtrise pas davantage ses politiques d'immigration. De ce point de vue, la CAQ a fait, encore une fois, c'est la CAQ, c'est-à-dire c'est un parti qui va plutôt dans la bonne direction souvent, mais qui ne va pas assez vite et avec un manque d'ardeur. La CAQ dit on va baisser les seuils d'immigration pour 2 ans de 50 000 à 40 000 avant de les remonter. Bon, voyons le bon côté de la chose, c'est une rupture avec le mythe du toujours plus. Parfait. À la 3e année, il va falloir convaincre la CAQ que c'est pas une bonne idée de les remonter. Et à la 4e année, il va falloir lui expliquer qu'il faut quand même les descendre davantage. Pourquoi? Pour ramener ça fondamentalement à des seuils qui étaient ceux du Québec sous René Lévesque environ. Ça, autrement dit, pour éviter qu'on se retrouve dans une situation de fonte démographique de la majorité historique francophone. Alors, quand on veut faire ça, je note que le gouvernement de la CAQ l'a annoncé, et que dit immédiatement le ministre fédéral de l'immigration? Vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas. Eh bien, encore une fois, on constate que même nos autonomistes qui voulaient agir raisonnablement dans le Canada tel qu'il est, sont obligés de constater que le Québec a finalement une laisse moins longue qu'on le pensait. C'est pas inintéressant de le constater. Autre enjeu, le cours ECR et plus largement la question de l'éducation. On dit souvent que la jeune génération au Québec est antinationaliste, très hostile aux questions identitaires, multiculturaliste. Il y a du vrai, il y a du faux là-dedans, mais globalement, disons que le portrait n'est pas complètement faux. Mais c'est que c'est pas non plus une action du Saint-Esprit. Il faut comprendre que les programmes scolaires au Québec sont porteurs d'intentions idéologiques et politiques assez claires. Joëlle Quérin, qui est une sociologue du cégep de Saint-Jérôme, a fait une thèse de doctorat très intéressante sur les finalités politiques des programmes scolaires. Puis elle montre comment il y a toute une vision de la société, toute une vision de l'identité qui est portée par ECR, par les cours d'histoire aussi. Donc, elle montre comment l'école est devenue un terrain de bataille politique à certains égards. Moi, je suis assez hostile à l'idée de politiser l'école. Pour moi, l'école doit être un lieu de transmission des connaissances et du savoir. Mais le fait que je ne veux pas imposer mes propres convictions politiques à l'école, mais je n'ai pas envie que le camp d'en face en profite pour imposer les siennes. De ce point de vue, il y a une nécessité, d'ici 2 ans, d'ici la moitié du mandat, d'une manière ou de l'autre, à abolir le cours éthique et culture religieuse. Abolir ce cours qui est devenu le symbole de l'endoctrinement multiculturaliste à l'école. Il est nécessaire d'en finir avec ce cours pour être capable fondamentalement de reprendre le contrôle sur l'école, non pas pour la politiser autrement, mais pour lui redonner sa mission de transmission de la culture et de la connaissance, et non pas de servir une idéologie ou une autre. D'autres exemples, j'en donne un dernier.
La question du français, simplement. Alors, nous le savons, Montréal est dans une dynamique aujourd'hui, ça vaut au-delà du français d'ailleurs, de sécession mentale par rapport au reste du Québec. On croyait, après le référendum de 95, qu'en cas d'indépendance, Baie-d'Urfé, Roxborough, puis une autre ville quelque part dans l'Ouest voudrait partir de l'art des Ormeaux, faire la partition, si on faisait l'indépendance. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur même du Canada, la ville de Montréal est en train de faire la partition par rapport au reste du Québec, s'en sépare mentalement de plusieurs indices. On le voit dans tout le débat sur la laïcité. Rappelez-vous, l'idée, tous les candidats à la mairie de Montréal, non pas la dernière élection, mais celle d'avant, disaient « Nous, on veut avoir une clause de retrait pour la ville de Montréal. Donc, appliquez la laïcité, si vous voulez, à l'extérieur des ponts, mais pas sur l'île. » Eh bien non, Montréal n'est pas une république indépendante, non plus qu'une cité-État. Il va falloir ramener Montréal à l'intérieur du Québec. Et pour ramener symboliquement Montréal à l'intérieur du Québec, il faut... Pour cela, il faut rappeler que Montréal n'est pas une métropole bilingue au cœur de la mondialisation, mais la métropole francophone d'un pays français. Je ne m'attends pas à ce que la CAQ soit très zélée sur ce dossier, soyons honnêtes. La CAQ a des vertus, la CAQ a des défauts. Si on peut lui prêter un peu de courage sur les questions de laïcité, j'ai l'impression que le réflexe du « je rêve que mon fils parle anglais sans accent » pourrait être assez fort dans ce parti. Il n'en demeure pas moins qu'il sera extrêmement difficile de faire pire que le Parti libéral. Imaginez pire que le Parti libéral. Ça exige beaucoup d'imagination. Eh bien, de ce point de vue, si la CAQ est capable de réorienter minimalement les politiques de francisation, on y verra un succès relatif. Alors, je ne m'attends pas à ce que le gouvernement récemment élu agisse avec autant d'ardeur et de vigueur sur tous ces dossiers. Je ne me fais pas d'illusions, mais s'il peut simplement s'engager dans une dynamique de réaffirmation identitaire et nationale, simplement, même de manière modérée selon nos propres attentes et les siennes, tout ça situe néanmoins le Québec dans une dynamique irrecevable au Canada anglais et plus largement nous engage dans une autre direction qui est celle d'une réaffirmation du Québec francophone où la majorité historique francophone se place au cœur de notre vie collective pour incarner une culture de convergence. Bon, ça c'est ce qu'on pourrait appeler le programme souhaité, désiré, fantasmé, mais possible et imaginable du nouveau gouvernement. Ce qu'il faut voir maintenant, et ça c'est une chose fondamentale, il me reste encore un peu de temps, oui, c'est voir dans quel contexte nous évoluons. Et là je serai un peu plus grave, un peu plus sombre. Dans quel contexte cherchons-nous à être nationalistes aujourd'hui au Québec? Parce que pendant longtemps, le nationalisme au Québec, ça allait un peu de soi. C'était les codes élémentaires de la vie politique, c'est-à-dire on était nationaliste, on n'était pas nécessairement souverainiste, mais il allait de soi qu'on s'inscrivait sous le signe d'une société où la majorité historique francophone est fondatrice. Mais le contexte général a changé, et de ce point de vue, c'est à ce moment qu'il va falloir que les nationalistes québécois, qu'ils soient péquistes, caquistes ou même QS, parce qu'il y a quelques égarés par là, et qu'ils soient souverainistes, autonomistes, ou c'est plus le temps, mais on y reviendra, ils soient capables, pour reprendre la formule de Bernard Landry, de mettre la patrie au-delà des partis, et de trouver un programme commun pour être capable de tenir sinon la tempête, à tout le moins dans un contexte historique assez difficile. Je le disais tantôt, le Canada, fondamentalement tel qu'il est devenu aujourd'hui, est fondamentalement inhospitalier à toute forme d'affirmation identitaire et nationale du Québec. Nous le savons. Mais au-delà du Canada, il faut voir qu'il y a deux grandes forces idéologiques qui se déploient sur notre société et qui fragilise la légitimité même du fait national, qui disqualifie la légitimité même du fait national au Québec. C'est globalement, et je vais m'intéresser aux deux, la gauche multiculturaliste et la droite néolibérale. Et ces deux-là, chacun à leur manière, ont une capacité de travailler à la déconstruction des assises anthropologiques, culturelles, civilisationnelles du peuple québécois. Alors, je vais donner un exemple dans le rapport qu'on a à notre propre histoire. Globalement, dans notre histoire, la Nouvelle-France est vue comme le moment fondateur. Ce n'est pas un moment honteux, au contraire, c'est un moment glorieux. C'est un moment où, dans un paysage, dans un continent improbable à certains égards, dans des conditions inimaginables, des défricheurs, des colons, des paysans fondent un nouveau pays, font naître un peuple. De plus en plus, vous le verrez,
l'histoire de la Nouvelle-France, qui avait été oubliée pendant un temps. Vous savez, la Révolution tranquille, c'est son... Moi, j'aime beaucoup la Révolution tranquille, mais là, un défaut, c'est de croire que le Québec commence avec elle. La Révolution tranquille avait un peu oublié la mémoire de la Nouvelle-France. Mais aujourd'hui, elle ressurgit. Mais elle ressurgit à travers un fantasme négatif, pour ne pas dire morbide. On nous dit qu'est-ce que la Nouvelle-France? C'est fondamentalement un moment honteux de notre histoire. C'est un moment qui serait, par exemple, caractérisé par l'esclavage. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu d'esclavage en Nouvelle-France? Oui, et c'est malheureux, tout le monde va le reconnaître, personne ne dit le contraire, mais c'est un phénomène périphérique, marginal, qui n'a rien à voir avec ce que ça a été dans le sud des États-Unis. Or, aujourd'hui, par une forme d'américanisation étrange des mentalités, on plaque sur l'histoire du Québec des grilles de lecture qui ont été faites pour comprendre l'histoire des États-Unis. Et là, désormais, une des marques distinctives de l'histoire de la Nouvelle-France aujourd'hui, quand on s'y intéresse, à l'école ou ailleurs dans le discours public, c'est que la Nouvelle-France devient un régime fondamentalement esclavagiste. Alors, le moment fondateur de notre histoire devient un moment irrecevable dont nous devons avoir honte d'une manière ou de l'autre. Autre aspect, nous ne sommes plus des colons, nous ne sommes plus des fondateurs, nous devenons des envahisseurs. Nous connaissons le discours de Mme Plante, mais elle n'est pas la seule à fonctionner ici, à commencer ses allocutions en disant « Je tiens à souligner que nous sommes en territoire autochtone non cédé à Montréal ». J'avoue que quand j'entends ça, je saute dans les airs et qu'à l'intérieur de moi, je hurle comme Rocky sur un ring. Quand on entend ça, ça consiste fondamentalement à dire que le peuple québécois est illégitime dans son pays. Tous les historiens, par ailleurs, conviennent que c'est un délire, mais au-delà de la réponse documentée et nécessaire des historiens, il faut voir la portée de cette phrase-là. Ça consiste à dire qu'après plus de 4 siècles en Amérique, nous demeurons des étrangers chez nous. Nous ne sommes pas les bienvenus chez nous et on doit perpétuellement s'excuser d'exister. Alors, d'un côté, je le dis, la Nouvelle-France est rabattue à un mythe toxique. Fondamentalement, elle se définit par l'esclavage, donc on ne devrait en parler que pour s'en désoler. Et de l'autre côté, nous sommes illégitimes chez nous. Bon. Dans le même esprit, il y a tout un discours qui dit que les Québécois, la majorité historique francophone n'est pas fondatrice parce que nous serions tous des immigrants. C'est le discours qui veut que nous sommes tous des immigrants, donc il n'y a pas ici la fondation d'un pays, il n'y a pas un noyau historique, il n'y a pas un noyau identitaire, il n'y a pas un noyau fondateur. Non, il n'y a que des vagues migratoires qui se sont accumulées avec le temps, et aucune d'entre elles n'a plus d'importance fondamentale que d'autres. Eh bien, dans cette logique, on assiste à la disqualification de la nation. Et on voit véritablement qu'on est complètement avalé par la logique du Canada trudeauiste, que nous récupérons pour nous définir nous-mêmes. Dans le même esprit, pardonnez-moi, dans le même esprit, on voit, puis ça c'est aussi un effet de l'américanisation des mentalités, on voit que des concepts venus des universités américaines, des campus souvent les plus radicaux, par je ne sais quel circuit, en fait on le sait un peu, traversent jusqu'ici, et ces concepts qui n'ont rien à voir avec notre réalité, servent désormais, imprègnent les médias, et servent à nous définir et finalement tordent notre propre réalité. Je donne quelques exemples. Le concept de racisme systémique. On en a beaucoup parlé. Est-ce que le Québec est marqué par le racisme systémique, oui ou non? Apparemment, c'est fascinant, cette question-là s'impose à nous, et là, on doit répondre comme si c'était une hypothèse crédible, alors que c'est une accusation grossière. Mais ce concept de racisme systémique, je peux le comprendre à la rigueur si je suis en Alabama. Je peux le comprendre encore plus si je suis au Missouri ou au Mississippi. Mais en quoi ce concept de racisme systémique peut-il décrire de quelque manière que ce soit notre propre réalité? Et quand on regarde les définitions qui accompagnent ce terme, on constate que toute affirmation, justement, qu'il y a une culture fondatrice, que le français n'est pas qu'une langue sourde, tout ça, ça participerait au racisme systémique à la québécoise. Autrement dit, nous sommes ici devant une accusation, le mot racisme est probablement le pire qu'on peut envoyer à quelqu'un aujourd'hui. Mais on en étend la définition à un point tel qu'il sert désormais à dire, à partir du moment où vous ne vous considérez pas comme un groupe d'immigrants parmi d'autres, où vous vous prenez pour une nation, vous voulez conséquemment avoir vos propres politiques, votre propre capacité d'intégration, à partir du moment où vous prétendez être une nation, vous basculez déjà dans la logique du racisme. Autre concept, mais celui-là d'une débilité maximale, le concept de majorité blanche. On en entend de plus en plus parler. Il y aura au Québec une majorité blanche. Inquiétante. Qu'est-ce que c'est que ça, une majorité blanche?
Je veux dire, est-ce que j'en sais, si on doit se définir par la couleur de peau, entre guillemets, dois-je comprendre que les héritiers de l'ordre de Rame ont la même histoire que les héritiers de Louis-Joseph Papineau? Que nous sommes, par la couleur de peau, unis au-delà de ce que l'histoire nous a fait, c'est-à-dire deux peuples différents? Donc, cette notion, cette racialisation des appartenances, qui est aux États-Unis, elle a une signification, c'est-à-dire la race, c'est une ligne de fracture historique là-bas, bon, on s'en désole, mais c'est une réalité. Ici, c'est pas le cas. Les lignes de fracture sont culturelles, sont linguistiques, sont historiques. Eh bien, aujourd'hui, en important cet appareil conceptuel, cette quincaillerie idéologique venue des États-Unis, eh bien, c'est rendu qu'on nous dit, eh bien non, l'expérience historique du peuple québécois disparaît, vous êtes une partie de la majorité blanche oppressive partout présente en Occident. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il y a encore 50 ans, 40 ans, on disait des Québécois qu'ils étaient nègres blancs d'Amérique. On connaît le texte de Vallière. Eh bien, nous sommes en train de devenir étrangers à notre propre condition historique pour réinterpréter notre réalité à partir de concepts idéologiques ou pseudo-sociologiques venus du sud de la frontière la plupart du temps, qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes, mais qui deviennent les principaux instruments d'analyse pour comprendre notre société. Donc, plus nous empruntons ces concepts-là, plus nous devenons étrangers à nous-mêmes. Plus ce vocabulaire se répand médiatiquement, plus on se retrouve avec des mots qui déforment la réalité et rendent le réel invisible à bien des égards. Oui? Merveilleux. 10 minutes. OK. Alors, je donne ces exemples-là, j'aurais pu en donner d'autres, mais vous le voyez, il y a aujourd'hui une forme de fanatisation de l'antinationalisme au Québec. On l'a vu, soit dit en passant, je me permets de donner deux exemples. Cet été, il y a des effets sociaux bien concrets avec ça. Avec Slave, avec Kanata, on a des groupuscules aujourd'hui très présents au Québec qui poussent à la racialisation des appartenances et qui nous invitent à nous définir non plus par la langue et la culture, ce qui est le propre de notre histoire, mais, je l'ai dit, par la couleur de la peau et à partir de catégories historiques qui ne sont pas les nôtres. Devant tout cela, il nous faut intellectuellement, je crois, résister avec une vigueur inédite à cette nouvelle forme d'antinationalisme, qui n'est pas l'antinationalisme d'hier, mais qui est un nouvel antinationalisme qui fait le procès de la majorité historique francophone dans son aspiration à exister. Je donne quelques autres exemples avant de lentement dériver vers ma conclusion. Voyez par ailleurs le vocabulaire utilisé pour parler du nationalisme. Le nationalisme québécois est systématiquement aujourd'hui extrême droitisé. Il est xénophobisé, vous me pardonnerez ces néologismes. On donne une importance médiatique démesurée à des groupuscules qui se promènent avec des chandails à pattes de loup. Par exemple, tous nos parents nous ont dit qu'il ne fallait pas se promener avec ça. On donne une importance démesurée à des groupuscules radicaux qui n'ont à peu près rien à voir avec les courants centraux du nationalisme québécois et on nous invite à nous définir à partir de ça. On assiste aussi à une xénophobisation, je l'ai dit, du nationalisme québécois, c'est-à-dire à partir du moment où on n'est pas multiculturaliste, l'alternative c'est d'être xénophobe ou fermé ou replié sur soi. Alors quand on est dans cette alternative, bon, nous qui sommes des citoyens avertis, on dit mais on la refuse cette alternative. Mais le commun des mortels, qui est pas fou, mais qui a d'autres choses à faire que penser à la politique tous les jours, ça que je peux comprendre, enfin, je sais pas si je peux le comprendre, mais à tout le moins j'essaie, le commun des mortels dit ben là j'ai pas envie d'être fermé, ben, je vais être ouvert. Mais là, il sent bien que quand on est devant cette alternative-là, il sent bien qu'une part de lui-même est mutilée. Eh bien, notre responsabilité, comme nationaliste québécois là-dedans, c'est de faire valoir un argumentaire qui réhabilite la légitimité de la nation et des appartenances historiques, des appartenances ancrées dans la culture, qui n'ont rien d'irrecevable. Et on doit le faire, ne l'oublions pas, parce que je ne voulais pas ne pas le mentionner, dans un contexte où un certain capitalisme est devenu fou, et entend abolir toutes les frontières, entend disqualifier toutes les frontières, comme si nous devions fondamentalement aujourd'hui non plus être des peuples, mais des populations interchangeables appelées à circuler selon les exigences du capital mondialisé. Donc, et je souligne sur cette importance que de ce point de vue, il y a une espèce d'alliance étrange entre le néolibéralisme et certains antifas qui nous disent personne n'est illégal, ouvrons les frontières c'est mal. Ah bon, d'accord, les frontières c'est mal en toutes circonstances. Moi je suis content ce soir de ne pas voter pour les midterms aux États-Unis. Je suis plutôt content de voter au Québec plutôt qu'aux États-Unis. Je trouve que les frontières sont protectrices dans ce cas-là. Et vous noterez d'ailleurs que dans la diffusion d'une novlangue orwellienne,
il n'est plus possible aujourd'hui, par exemple, de défendre la légitimité des frontières, de dire que certaines immigrations sont légales et d'autres illégales. Donc je résume mon propos ici de la manière suivante, on est dans un contexte idéologique, un contexte médiatique, un contexte langagier qui rend de plus en plus difficile le simple fait de nommer la réalité des choses. De nommer cette évidence simple qu'il y a ici un peuple québécois qui est en droit de durer. Alors je dis tout ça et je rebascule dans la politique. Le gouvernement Legault s'inscrit dans ce contexte où l'affirmation la plus élémentaire de la réalité nationale passe aujourd'hui pour un scandale. Notre responsabilité comme nationalistes, c'est de réaffirmer la légitimité du cadre national fondamentalement, qui est celui qui permet au peuple de se maintenir, de perdurer dans l'être, de persévérer dans leur existence, de s'inscrire dans l'histoire. Quelle est la responsabilité dans tout cela des indépendantistes québécois? Nous n'avons plus l'initiative historique pour l'instant. Je pense qu'il faut le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'en réjouir, mais il faut bien voir que ce n'est pas une petite défaite qu'a connue le Parti québécois il y a quelques semaines, c'est une raclée. C'est une défaite historique. Mais ce n'est pas non plus un effondrement absolument complet. Il y a, je ne dirais pas des ruines à partir desquelles rebâtir, mais un petit noyau qui résiste et à partir duquel il est possible de se relancer. Je suis convaincu d'une chose, dans ce contexte où les médias, l'université bien souvent, une bonne partie de l'appareil public fonctionnent, carburent à ce multiculturalisme idéologique, la réponse doit s'ancrer non pas dans le peuple entre guillemets, mais dans un appui très large d'une majorité de la population qui est prêt à entendre un discours national pour peu qu'on l'assume de manière décomplexée. Le politiquement correct a une capacité exceptionnelle à nous étouffer, à nous inhiber, à nous faire taire. Mais il ne faut pas s'y soumettre, il faut le défier. Il ne faut pas s'y soumettre, il faut le transgresser. Il faut le transgresser intelligemment, mais il faut le transgresser pour faire sauter les interdits idéologiques qui nous condamnent au rapetissement existentiel. Les indépendantistes québécois, dans les circonstances, doivent sortir du vilain travers qu'ils ont eu pendant longtemps. Ils ne doivent plus croire que c'est dans une modération illusoire que se trouve la légitimité de leurs propos. Ils ne doivent pas croire que plus ils effacent leurs projets, plus ils sont respectables. Dans l'espace politique qui est le nôtre, il y a de la place pour un indépendantisme décomplexé et qui assume surtout ces questions identitaires en les portant plus loin, en frappant au cœur du régime canadien, en ne se contentant pas de l'accrochage circonstanciel et quelque peu peut-être involontaire de François Legault avec le régime, mais les indépendantistes doivent fondamentalement centrer leur discours non plus sur les avantages concrets de la souveraineté pour les CPE, les avantages concrets de la souveraineté pour l'organisation du système de santé. Oui, on le sait, ça, merveilleux. Mais les souverainistes doivent centrer leurs propos, s'ils veulent être pertinents, doivent savoir que l'enjeu aujourd'hui ne porte plus sur l'organisation tranquille de la gestion de la social-démocratie québécoise. Il doit savoir que le combat porte sur l'existence même du peuple québécois. Nous sommes dans ce moment singulier de notre histoire où ce n'est plus la manière dont nous voulons organiser notre société qui est en débat, mais c'est la légitimité même de l'existence d'un peuple québécois, d'un peuple de langue et de culture française en Amérique qui est au cœur du débat. Et de ce point de vue, les nationalistes québécois, qu'ils soient indépendantistes ou autonomistes, doivent savoir que l'enjeu aujourd'hui est un enjeu existentiel qui porte sur l'existence même de notre peuple. Si jamais le gouvernement de la CAQ réussit à faire des gains d'autonomie significatifs, eh bien nous l'applaudirons. Le Québec aura gagné un peu d'espace. Il n'est jamais trop mal d'avoir plus d'espace pour résister et pour respirer. Mais, si jamais, comme on peut le croire ou le craindre, le gouvernement caquiste se voit démonté, freiné dans ses ambitions, contenu, limité exagérément, et qu'il fait la preuve finalement que dans l'espace canadien, nous sommes condamnés soit à faire des sparages, soit à se coucher, eh bien, dans cet espace se dégagera de nouveau un espace politique, peut-être pas un boulevard, mais davantage qu'un petit chemin pour les indépendantistes québécois qui diront fondamentalement, regardez-le, même lorsqu'on demande des choses les plus élémentaires qui soient, il n'y a pas d'espace pour nous. L'indépendance du Québec demeure la réponse la plus fondamentale à nos aspirations et c'est ainsi que les indépendantistes pourront de nouveau jouer dans la vie politique québécoise. Je vous remercie.